Bienvenue à tous, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler des origines africaines de l'Europe. Ouais, les origines africaines de l'Europe. C'est parti déjà avec le générique de DJ Arafat. Paul Faber on the track. Bienvenue dans mon émission. Il faut savoir que tout Européen qui se dit comme quoi, qui sont européens ou fiers d'être européens, ou qui sont en Europe, ils affirment déjà leur appartenance à l'Africain. Je vous explique. Vous savez d'où vient cette origine de ce nom Europe? La plupart des Africains vont dire c'est de l'Occident. Non. Grosse erreur. Ça vient de chez vous. Pour ce, je vais laisser le professeur professionnel Kalala Omotunde qui va vous expliquer ça. Parce que lorsque vous tapez sur Internet, dans ce moteur de recherche à la con, Google Europe, on va vous présenter une femme blanche. Vous allez taper Andromède, on va vous taper quelqu'un de blanc. Vous allez taper Zeus, on va vous taper quelqu'un de blanc. On va vous parler de, comment s'appelle, la guerre de Troie, Achille, on va vous mettre quelqu'un de blanc. Toutes les personnes là que je viens de vous citer, excusez-moi, même Athéna, c'était tous des Africains. Je vois bien tous les Occidentaux en train d'éclater de rire et les Noirs en train de se dire c'est type est un fou. Explication. Je vous dis une chose, il n'y a pas une seule ville en Europe construite par des Blancs. Toutes les villes existaient avant. Donc leur Paris, procédé, c'est toujours venir, prendre la connaissance. Je vous dis que raser. voilà, toutes les villes existaient avant, mais quand vous vous sédentarisez, vous avez besoin d'un corpus de connaissances. Donc ils ont pris le corpus de connaissances et ils ont éliminé les gens. Quand on raconte l'histoire de l'Italie, les Noirs qui vivaient en Italie, les Étrusques, on n'en parle pas. Mais la Rome existait avant l'arrivée des Blancs. Aujourd'hui, on fait des fouilles archéologiques, on dit « Ah, mais finalement, il y a une chose qu'on découvre, c'est que les fondations de Rome sont beaucoup plus profondes que... » Mais les fondations de Paris sont beaucoup plus profondes. Les fondations de Londres. Aussi. Mais bien sûr, qui a donné aux Caucasiens le schéma de construction d'une ville? Ce sont les Étrusques, ce sont les Noirs qui vivaient là. Et qu'est-ce que la Rome antique en a fait? La Rome antique a retourné la gestion énergétique de la cité pour bâtir le projet colonial romain. Et pourquoi les gens se revendiquent de la Rome antique? Pourquoi pour l'Europe, c'est important de se revendiquer de la Rome antique? Parce qu'il y a des savoirs colonisés qui viennent des traditions noires, qui ont, en voulant permettre une humanisation des Caucasiens qui arrivaient, puisqu'ils ont bien vu qu'ils avaient affaire à des ordres déchaînés. Mais ils ont essayé, ils ont tenté en tout cas, de les civiliser, même si jusqu'à aujourd'hui la greffe n'a toujours pas pris, d'accord? Parce que je peux vous raconter une anecdote. Je suis rentré dans une librairie, j'ai demandé un livre de sagesse européenne. Alors le monsieur ne comprenait pas très bien. Je lui ai dit, est-ce que vous avez un livre de sagesse indienne? Il m'a dit, oui, on a le livre de sagesse indienne. Est-ce que vous avez un livre de sagesse africaine? Oui, voilà, le livre de sagesse africaine, oui. Bon, est-ce que vous avez le livre de la sagesse européenne? Il me dit, non, celui-là, il est à l'imprimeur. Toujours. Chevronné, regardez comment il parle d'Europe, cette fameuse femme africaine qui a donné son nom au continent européen. Écoutons ce que ce monsieur dit et après on va faire la zone d'explication. Document numéro 1. Qu'est-ce qu'est l'Europe? Grande question. Aujourd'hui, nous la posons dans un contexte bien grave, mais elle est toujours valable parce que cette identité a changé depuis les débuts. Et par les débuts, j'entends ce mythe grec de la princesse africaine Europe qui est enlevée et emmenée dans un site
où elle va fonder le continent que nous appelons Europe. Donc, j'adressais cette question un peu trop longuement dans ma conférence inaugurale, mais il me semblait important d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et ce n'est pas le même sens que ce mythe avait pour les Grecs et pour les Européennes qui ont suivi les Grecs. Pour nous aujourd'hui, quel sens peut-il avoir d'être sur un territoire, l'Europe, qui a été fondée par une femme enlevée, une femme violentée, une femme africaine, donc une immigrante, une réfugiée, nous allons voir qu'il y a tout un vocabulaire lié à cette conception. Voilà, comme vous avez entendu, l'Européen, pour moi, à titre privé, l'Européen est à l'origine d'aucun continent, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Australie. En fait, l'Européen a tout envahi. Il est né de l'Afrique. L'Européen est africain. Les Africains sont des Africains. Les Européens qui se disent Européens sont africains. Le premier Européen est né en Afrique. Il n'y a pas à discuter. Les Africains les ont ramenés en Europe. Ils se sont mis entre eux. Ils ont ensuite viré tout ce qui était sombre, après l'esclavagisme et tout le reste. Je vous passe les détails. Et ils se sont dit, excusez-moi, qu'ils sont européens. Mais en fait, à vrai dire, c'est des nomades. L'Européen, c'est des nomades. Ils se disent européens, ils prennent des terres, ils se disent que c'est à eux. Ça n'a pas commencé avec l'Amérique. Ça n'a pas commencé avec l'Australie. Ça n'a même pas commencé avec l'Afrique. Ça a commencé il y a bien, bien longtemps. Et c'est son fonctionnement. Ici, on regarde jusqu'à présent. C'est le fonctionnement du Caucasien. Ce n'est pas pour être raciste, rien à voir, c'est un constat. Le problème avec les Européens, ce n'est pas pour les critiquer, mais c'est un fait, c'est qu'ils ont tellement falsifié. En falsifiant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réécrire et on essaie de peindre. Alors, lorsqu'on réécrit et on peint, on va faire les dieux à leur image. À se poser des questions si la princesse Europe, à l'époque, est-ce qu'il y avait déjà des Caucasiens? Point d'interrogation, ça reste encore à vérifier. Mais en tout cas, je vais vous présenter un deuxième documentaire grâce au professeur Kalala Omotunde qui prouve bien par l'ADN, parce que l'ADN, comme on dit en lingala, que je traduis en français, on peut monter et descendre, ça prouve qu'il y a eu des gens qui sont passés ou qui ont touché ce sol à ce moment. Vous allez voir qu'on peut faire des dessins, papoter aux médias, réécrire, mais l'ADN, tu ne l'écris pas. Richard Nive est artiste médico-légal. Sa spécialité est la reconstruction faciale et il collabore régulièrement avec la police criminelle. Je ne fais rien par hasard. Je dois pouvoir me présenter devant un jury et expliquer pourquoi j'ai choisi telle ou telle option. Il a travaillé sur un moulage du crâne roumain pour montrer à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 40 000 ans. J'ai fait la reconstruction dans les règles de l'art. Et voilà le résultat. Je ne sais jamais à l'avance ce que ça va donner. Je n'ai pas d'idée préconçue du visage final. C'est une surprise pour moi. Il faut écouter ce que disent les os.
Je suis persuadé que si un parent ou un proche de cette personne voyait ma reconstruction, il dirait « Oui, ça lui ressemble ». On imagine bien ce visage en train de rire, de sourire ou de se mettre en colère il y a 40 000 ans. Il faut savoir que tout Caucasien qui se disent tout Européen, tout occidental, occidentaux, je ne sais pas, c'est pas ma langue le français, qui se retrouvent avec des yeux bleus, qui se disent race pure ou race supérieure, est la preuve même du marqueur africain. Il y en a en Papouasie, il y en a aussi Salomon. Petit à petit, les cheveux ont commencé à être lisses et tout ça. Et dans mon avant-dernière émission, qui a été choquante pour certaines personnes, c'est que le blanc, le noir fait naître déjà l'albinos, le noir fait naître aussi le blanc. Donc le blanc, qui s'est dit race supérieure, qui se dit européen, est issu de deux Africains. Je répète, le blanc est issu de deux Africains. Je m'explique, comme dans la dernière émission, j'ai expliqué. Le code génétique normal ou naturel de l'humain, c'est l'africain. On a une protection, la mélanine. Donc, il y a eu une mutation. Donc, soit vous êtes, les Européens sont albinos, c'est-à-dire ils craignent la chaleur et la lumière, ou soit ils sont blancs, à peu près protégés de la lumière et du UV, mais il faut qu'ils se mettent une crème. Mais le noir n'a pas du tout besoin de ça. Le premier blanc est né d'un noir, d'un père noir et d'une mère noire, et il est sorti blanc. Et ensuite, ils se sont mis entre eux. Et se sont dit comme quoi qu'ils étaient des Européens, qu'ils étaient de la préhistoire et tout le reste. Je répète, pour les gens qui me prennent un peu pour un fou, le blanc, et ça continue encore à exister, le blanc est né de deux parents africains. La nature, hein, qu'est-ce que la nature commence à faire ces derniers temps? C'est qu'en 1900, je répète encore, en 1900, le nombre des blancs était à 27%. Cette mutation d'ADN était à 27%. On est en on est en 2023. Le nombre de Caucasiens sont à 7%. C'est pas pour me moquer d'eux ou faire quoi que ce soit, c'est un constat. Voilà. Donc pour vous dire que toutes les histoires qu'on vous raconte, tout ce qu'on est en train de faire, et c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, on va vous dire qu'ils ne sont pas tous comme ça, je suis tout à fait d'accord, mais la majorité, il suffit de voir comment est-ce que se déroule le monde. La majorité de tous ces Caucasiens sont des gens qui créent la guerre. Vous n'allez pas voir les Africains avec le Papouasin, ou je ne sais même pas quoi, qui créent les guerres. Vous n'allez pas voir les gens de la Papouasie qui créent des guerres, ou des Indiens qui créent des guerres. Il y a toujours un Européen derrière. Oui, les gens vont dire, oui, vous faites des je sais pas quoi, entre vous, dans des villages, tout ça, en Afrique, et vous vous bombardez, vous vous tuez, vous vous coupez en machette. Oui, oui, je suis d'accord, oui, oui, oui. Mais qui les arme? Qui les embrouille? Bref. Donc, je vais vous parler de tous les racistes, ou je m'adresse à tous les racistes. Je vais vous présenter un documentaire. En plus, qui est fait en Allemagne, parce que les Allemands sont bien réputés. Pas tous, mais enfin bon. Tous ces gens qui se disent comme quoi, qui sont pure race, pur blanc, les deux, normalement, sont issus, la base, sont issus des Africains. Donc, vous allez voir dans le documentaire que je vais vous présenter, qu'il y a un gros problème là-dessus. Donc, vous pouvez vous dire race supérieure ou quoi que ce soit, ou race pure. Je vous présente le documentaire. Principaux musées européens pour l'archéologie. J'ai rendez-vous avec le professeur Johannes Krause. Il dirige l'Institut Max Planck, spécialisé dans l'histoire de l'humanité,
et il est doué d'une faculté fascinante. Il sait lire l'histoire des migrations dans l'ADN. Assisté par une équipe d'archéogénéticiens, il a passé au peigne fin des milliers de fragments d'ADN des premiers Européens. Pour moi, ces deux crânes sont pratiquement identiques, mais vous me dites qu'ils ont des origines complètement différentes? Oui, ils proviennent d'époques différentes. Ils se ressemblent peut-être, mais ce crâne-là a plus de 8000 ans, et il appartenait à une femme d'une vingtaine d'années qui vivait de chasse et de cueillette. De ce côté, nous avons un crâne qui date de 7000 ans environ, qui appartenait à l'une des premières cultivatrices. Après avoir analysé l'ADN de ces individus, nous avons pu établir que ces populations distinctes l'étaient aussi par leur phénotype. La chasseuse-cueilleuse, par exemple, avait la peau foncée, mais elle avait les yeux bleus. C'est donc un phénotype que nous ne connaissons pas aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que sa couleur de peau était celle de la population actuelle d'Afrique subsaharienne, alors que ses yeux bleus étaient ceux de beaucoup d'Européens aujourd'hui. Quant à la cultivatrice, elle avait la peau relativement claire, avec des yeux foncés, bruns. Et comment savez-vous à quoi ressemblaient ces deux femmes? Nous avons analysé l'ADN extrait de leurs ossements et reconstitué leur génome. Cela veut dire que ces crânes renferment encore du matériel génétique. Nous sommes spécialisés dans l'extraction à partir des ossements, l'analyse de l'ADN et son séquençage responsable du phénotype. Nous avons réussi à isoler un gène qu'environ 70% des Européens présentent aujourd'hui et que l'on retrouve notamment en Europe centrale. Ce gène est responsable du caractère « yeux bleus » que cette cultivatrice avait déjà il y a 8000 ans. Comment en sommes-nous arrivés à avoir la peau claire? S'agit-il aussi d'une mutation génétique? La peau claire est apparue en partie en Europe. C'est l'un des gènes que nous avons aujourd'hui en Europe. Un autre a probablement migré du Proche-Orient avec les premiers agriculteurs. Un jour, ils se sont métissés, c'est-à-dire qu'il y a eu un mélange génétique entre les premiers Européens et cette population venue d'Anatolie. La couleur de peau des hommes n'a ensuite cessé de s'éclaircir, sans doute parce qu'ils ont dû s'adapter à la vie en Europe, à savoir aux terres arables, avec une alimentation très pauvre en viande et en poisson, et aussi à la faible luminosité que l'on a en Europe. C'est lié au fait que quand je mange beaucoup de poissons et de viande, j'ingère de la vitamine D par mon mode d'alimentation. Mon corps peut aussi produire lui-même de la vitamine D, mais seulement par la lumière du soleil. Si j'ai la peau foncée, il y a moins de lumière qui traverse ma peau, et je produis donc moins de vitamine D. Si j'ai la peau claire, je suis mieux adapté à la vie en Europe et à sa faible luminosité, car plus de lumière peut traverser une peau claire. Et Comme vous avez vu, le premier être humain à mettre le pied ou à exister en Europe, dont ce nom est d'origine d'une princesse européenne, est le noir. Et comment ça se fait que l'Européen, aujourd'hui, de nos jours, fait mine de rien comme quoi que il ne sait pas qu'il est un envahisseur. Il envahit tout, en fait. L'Europe a été envahie il y a très très longtemps, c'est pour ça qu'il y a très peu de documentation parce qu'ils ont tout détruit. Et les restes, ils ont commencé à se l'approprier. Vous allez voir dans l'exemple de l'Amérique, l'Afrique, ils ont voulu aussi l'envahir. L'Australie ont complètement envahi. Donc ça a commencé par l'Europe. Je vous ai dit dans une précédente émission que nos ancêtres, les pharaons, ont laissé déjà en Égypte leur empreinte digitale, l'ADN. Ils ont laissé encore en Europe leur empreinte digitale, l'ADN. Ils ont laissé en Amérique leurs empreintes digitales, l'ADN. Donc l'Européen pourrait faire des tableaux, passer à Hollywood, faire tout ce qu'il veut, mais si on réfléchit dans la logique, on voit que ce n'est pas tout ce que l'Européen a peint, pas tout ce qu'ils ont écrit qu'il faut regarder. Il faut faire des recherches soi-même et trouver des preuves. L'homme européen est né entre 7000 et 8000 ans. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et il se raconte des histoires qui datent il y a bien avant ça. Théorème de Pythagore, des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec eux. Il faut parler, je vais vous passer aussi un documentaire tout à l'heure sur des dolmens aussi, qui sont en France. Ils vont vous dire que c'est des Celtes, le peuple celte qui a fait ça. Or que c'est des choses qui datent de la préhistoire. Et le peuple celte ne date pas de la préhistoire. Il y a
une ligne de temps qui manque là. L'Européen s'est intégré dedans, il s'est dit, tiens, ce sont nos ancêtres. Plagiat et mensonge. Dans le document suivant d'Omotunde, vous allez voir que l'Afrique, qu'on peut monter et descendre, reste le continent mère de tout être humain. Je répète, l'Afrique reste le continent mère de tout être humain. Toutes ces personnes qui rejettent l'Afrique comme si c'était un déchet, c'est leur mère. La recherche l'a reconnu, l'Afrique est le continent mère de tous les hommes. Mais revenons sur la dernière étude faite sur la population, les origines de la population européenne. Le magazine Le Temps a consacré un article sur cette étude dont le titre ici est « Les origines multiples des Européens ». La population européenne serait issue de 3 lignées ancestrales principales d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens. Premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe, il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans, quand les premiers humains modernes, ou Homo sapiens, y débarquent en provenance d'Afrique. Deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe, l'arrivée, il y a 8 000 ans, des premiers agriculteurs, donc originaires du croissant fertile. Et chose particulière, c'est que ces Africains de la région donc, du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques, dont notamment la culture, donc l'agriculture et l'élevage. Chose particulière, c'est que l'article termine en disant « Selon la théorie dominante, les Européens actuels seraient le résultat de cette rencontre, aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent. » C'est étrange, puisqu'on a parlé de 3 lignées ancestrales. Et là, on a eu la présentation que de 2 lignées. Il en manque une. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Il faut savoir que les Européens, disent l'étude, sont nés à l'âge du bronze. Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Effectivement, l'agence Science Presse revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci. La première vague, il y a 45 000 ans. La deuxième, il y a 8 000 ans. Et la dernière, il y a 4 500 ans. Sauf que, quand on regarde la problématique de l'âge du bronze, puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature, qui parle de l'âge du bronze, l'âge du bronze, c'est très étrange. Parce que quand on regarde la frise chronologique, effectivement, l'âge du bronze commence à moins 2000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4000. Et que dit l'étude? C'est important de le souligner. Les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle. Ainsi, le variant dont on a ici le numéro, associé à la couleur de peau, montre que l'allèle dérivé correspond à la peau claire, qui s'est généralisée pendant le néolithique. Donc c'est la bande bleue que vous avez ici. Les individus avaient tous la peau foncée au mésolithique, la bande rouge que nous avons ici, alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Tous les habitants de l'Europe étaient effectivement les Africains, donc des populations africaines avant la dernière migration donc de l'âge du bronze, qui est beaucoup plus récente que celle que nous avons aujourd'hui. Et l'étude a démontré que tous les Européens actuels descendent en fait de cette dernière migration à l'âge de bronze. Dans ce documentaire, vous voyez aussi que même les gens ont du mal à mettre les choses en place. On va falsifier du côté A et falsifier du côté B. Donc même eux, ils ont du mal, mais essaient de vous faire comprendre comme quoi, voilà, que c'est comme ça. Il y a comme un sacré gros problème d'avouer comme quoi l'Afrique, c'est le berceau qu'ils veulent pas de l'humanité, même s'ils le disent et il y a des preuves, ils ont du mal à accepter ça. Passons maintenant au documentaire suivant qui va vous parler franchement de l'un des premiers peuples en France, dont la présentatrice aussi a du mal à exprimer la forme des cheveux de ce qu'elle va présenter. Suivez ça. Cette petite tête a été trouvée dans le village de Brassempouille, c'est dans les Landes. Il y a 2 sites principaux sur place et la nôtre a été retrouvée dans la grotte du Pape par un monsieur qui s'appelle Édouard Piette, qui l'a découverte en 1894. Elle mesure environ 3,5 cm de haut. Je vous ai trouvé une image où on voit une main qui tient une reproduction de cette tête. Ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec l'échelle de cette œuvre. Elle a été taillée dans de l'ivoire de mammouth. On voit que les hommes préhistoriques sont capables de faire une œuvre de très belle qualité, qu'ils ont déjà de belles connaissances techniques. On voit que par exemple, il y a des incisions qui ont été faites sur le dessus du crâne pour symboliser
ce qu'on pensait peut-être la chevelure. On voit qu'elle est très réaliste et c'est ce qui fait sa particularité avec la représentation des yeux, du nez, des sourcils et surtout de cette chevelure que l'on n'a pas bien comprise. Alors ça pourrait être une chevelure tressée qui est marquée par toutes ces incisions. Mais comme je vous le disais, on a aussi donné ce surnom de dame à la capuche à cette œuvre. Donc il pourrait s'agir d'un petit bonnet, par exemple, un petit bonnet en peau animale, ou peut-être une résille, une parure, qui serait une résille avec des décors de coquillages, par exemple. On en a trouvé dans les tombes, donc ça tient la route tout à fait. Voilà, je vais vous passer un autre documentaire qui va vous montrer comme quoi que l'homme africain vient de très loin. Que les îles, tout ce que vous voyez, tout ce qui a été bâti, excusez-moi, en Égypte, Machu Picchu, les pyramides qui sont en Amérique du Sud, sont l'œuvre des mêmes personnes qui ont fait les pyramides en Égypte. Il y en a aussi au Japon, mais au Japon, ils sont bien cachés pour qu'on ne puisse pas un jour dire qu'il y a des Noirs qui sont passés là. Je vais vous passer le documentaire suivant, et puis après je vais passer aux explications. Roger Joussoum a passé 50 ans de sa vie à la recherche de mégalithes, comprenez des monuments construits à partir de grosses pierres. Ici à Avrier trône le plus haut de la région. Baptisé le roi des menhirs, il culmine à 7,30 m au-dessus du sol. Déjà au 19e siècle, il est appelé le roi des menhirs, appelé aussi menhir du camp de César, parce qu'on pensait qu'il y avait ici une occupation romaine. Et bon, en fait, il n'y a jamais eu d'occupation romaine ici, et le menhir du camp de César n'a aucune raison d'être. Initialement, ce monument était accompagné par 2 autres menhirs. Il faut dire que sur la commune, près d'une centaine de mégalithes a été répertoriés, des sites que Roger Joussoum a compilés dans un ouvrage intitulé Palais et Minges de Gargantua. Un ouvrage de 388 pages qui nous plonge aux origines de notre civilisation. Toujours été passionné par le développement culturel des sociétés et en particulier cette période donc des monuments mégalithiques qui correspond en même temps, en gros, à la connaissance de l'élevage et de l'agriculture dans nos régions. Mais si on fouille dans cette bosse, on va retrouver toute l'architecture, tout le plan du monument. Entre le 6e et le 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'homme se sédentarise et délaisse la chasse. Si aujourd'hui on ne sait pas grand-chose de la fonction des menhirs, à part le fait qu'ils représentent la puissance d'un groupe, il en est tout autre des dolmens. Les dolmens angevins, tous, sont caractérisés par une chambre quadrangulaire et un couloir d'entrée limité à 3 pierres. Et les dolmens sont des chambres funéraires, construites avec des grosses pierres, mais pas toujours. Il y a des dolmens qui sont construits avec des pierres beaucoup plus petites. Et surtout, ces dolmens étaient eux-mêmes à l'intérieur d'un tumulus parfaitement construit, avec des façades. C'était des monuments beaucoup plus élaborés que la simple dalle de pierre que l'on voit traditionnellement représentée quand on parle de dolmen. À l'intérieur de ces chambres funéraires, un petit nombre de corps étaient déposés. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour ces sépultures et les offrandes qui les accompagnaient. Des découvertes passionnantes dévoilées au fil des pages de ce livre. Ces 3 vases, cette petite... Voilà, ce qui se passe là dans ce documentaire, c'est que ce monsieur est en train d'expliquer quelque chose que lui-même ne comprend pas et qui ne le concerne pas et qui ne concerne à aucun moment ses ancêtres. Il est là, il est en train de s'embrouiller
complètement en train de raconter n'importe quoi. Et la preuve, les Européens, ils ont fait des livres là-dessus, avec Astérix et Obélix et tout ça, tu nous a fait avaler. Il faut quand même être assez très intelligent pour commencer à voir toutes ces choses-là qui ont été faites par nos ancêtres et à remonter en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Remonter en arrière et voir quels sont nos ancêtres qui ont été les premières personnes qui ont été en Europe. Oui, on a été en Europe pour faire ces choses que eux-mêmes n'ont aucune explication. Vous allez aller en Bretagne, il y a tout plein de dolmens qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils vont vous inventer des choses, quels sont les ancêtres qui ont déposé ça là, ils ne comprennent même pas. Or que ce sont les mêmes personnes qui ont fait les pyramides, qui ont fait les trucs de Machu Picchu et tout le reste dans le monde, des choses qui sont inexpliquées, qui ne sont même pas citées dans la Bible. Mais eux vont vous inventer, ils vont s'inventer des histoires, quoi. Bref. Et vous allez voir dans le documentaire suivant, comme quoi que l'Européen s'approprie l'histoire dans la terre qu'il a envahie et va vous faire croire comme quoi que ce sont leurs ancêtres qui ont fait ça, or que ça n'a absolument rien à voir. Les mégalithes sont étudiés pour la première fois au XVIIe siècle. On les attribue alors aux Romains. Au XIXe siècle, avec la montée du nationalisme, on considère que de telles constructions ne peuvent être que le résultat du génie de nos ancêtres celtes. C'est le début de la celtomania, propagande pour la grandeur celtique, qui transforme les dolmens en hôtels pour les sacrifices humains. Le mythe a un immense succès. Il est repris dans la littérature par Chateaubriand et même dans un opéra de Bellini. Les dolmens et les menhirs sont des œuvres de la préhistoire. Ce sont de véritables monuments qui peuvent peser plus de 15 tonnes. Ils ont été érigés au néolithique, c'est-à-dire à partir du 7e millénaire, et on va les retrouver à travers toute l'Europe. En Belgique, il existe des sites importants, comme Wéris et Lamsoul. Les dolmens, ce sont des tombes, et le matériel archéologique qu'on y a découvert date aussi du néolithique, c'est-à-dire 2000 ans avant l'arrivée des Celtes. C'est donc une preuve archéologique qu'il s'agit bien d'œuvres de la préhistoire. Les hommes préhistoriques ont d'ailleurs fait preuve d'une grande ingéniosité pour arriver à déplacer et ériger ces énormes dalles qu'ils recouvraient d'ailleurs parfois de terre ou de pierre. Alors, une petite démonstration? C'est facile quand on a la technique. S'il était évident que les mégalithes étaient préhistoriques, pourquoi alors les avoir attribués aux Celtes? Les vestiges archéologiques sont parfois pris en otage pour faire de la propagande. On constate d'ailleurs au XXe siècle que le nazisme, le communisme, les nationalismes ont parfois coloré la lecture et la transmission du patrimoine préhistorique européen. En fait, la société se projette dans sa vision du passé. Inconsciemment, c'est nous-mêmes que nous cherchons à apercevoir dans le miroir du temps. Voilà. Même le présentateur lui-même vient de dire que ce qu'il a présenté, ce qu'il présente, ce qu'on a présenté, ça n'a absolument rien à voir avec eux. Le Caucasien se projette, voit là où il est, s'approprie la terre, et s'est dit que c'est lui qui a fait ça, qu'il est auteur de tout ça. Souvenez-vous, les pyramides, c'était eux. Stone Age, vous allez voir, c'est encore eux. Les mégalithes en France, c'est eux. Sans se mettre dans la tête que toutes ces choses ont été mises là, c'est spécifique et c'est bien établi. Et on voit ça où, spécifiquement? Ben en Afrique, dans des villages. Lorsqu'ils mettent des statues, c'est dans des endroits spécifiques. Lorsqu'ils ont mis ces pierres, nos ancêtres étaient dans des endroits spécifiques. On a ça dans l'ADN. Mais eux, ils arrivent là, ils disent que c'est eux qui l'ont placé. Ils arrivent dans les pyramides, ils chassent tout le monde et ils disent que c'est eux qui ont fait les pyramides. Ils étaient intelligents. Ils prennent les mathématiques, ils disent mais c'est nous qui l'avons fait. C'est vraiment triste. Et le pire, c'est de nous avoir fait gober ça.
Heureusement que la nature fait bien les choses. Voilà, dans le documentaire qui va suivre, je vais vous montrer comment est-ce que nos ancêtres ont fait des choses quelque part, partout, un peu partout en Europe. Et qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont planté des églises. La preuve que vous allez voir qu'on ne fait pas construire vraiment des nouvelles églises. Parce que là où sont placées les églises, là où nos ancêtres, je parle spécifiquement en France, là ils ont placé des dolmens, que ce soit France, Belgique ou parfois aussi Pays-Bas dans d'autres pays, là ils ont placé des églises, c'est là où nos ancêtres plaçaient le dolmen. Parce que l'énergie de la pierre cristallise l'énergie céleste. Ils savent ça, que c'est pour ça que les églises, vous allez voir un très haut plafond, pour que lorsque vous priez, que cette énergie puisse faire un écho. C'est dans des endroits spécifiques. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais dans le documentaire, vous allez bien comprendre ça. Et qu'est-ce que l'Européen a fait? Il a placé son église là-dessus. Il a dit que voilà, ça c'est la maison de Dieu. Mettons, je comprends pourquoi ces églises sont toujours aussi moches. Tout commence, comme souvent, par un questionnement simple. Quelle est la raison de l'emplacement étonnant des petites chapelles auvergnates de Brionnais ou de Saint-Floré, au pied du massif volcanique du Sancy? Ces monuments trônent au-dessus de la vallée. Pourquoi les a-t-on construits en de pareils endroits? Pour la vue imprenable? Pour se rapprocher du soleil? Et s'il existait une toute autre explication? Et si ces chapelles avaient été construites sur l'emplacement de monuments encore plus anciens, comme les dolmens ou les menhirs par exemple? En s'appuyant sur les principes de la première architecture monumentale découverte par Howard Crowhurst, chercheur britannique vivant près de Karnak, Quentin Leplat nous partage dans son film ses dernières découvertes, dont une première constatation de taille. L'emplacement des mégalithes dans la région n'a pas été choisi en vain. Au contraire, leur implantation résulte d'un plan extrêmement bien pensé, où il semble qu'aucun détail ne fut laissé au hasard. L'organisation spatiale des dolmens et des menhirs sur tout le territoire repose sur des principes géométriques simples, mais d'une très grande finesse. Et le niveau de précision avec lequel ces constructions furent réalisées dépasse celui des scientifiques du XIXe siècle. Voilà, donc la question c'est qu'est-ce qu'on nous cache? Bon, parce que on nous parle donc de présence noire en Europe, mais donc c'était déjà le premier challenge, c'est dire un minimum de vérité, mais ces noirs-là ont fait quoi? Donc on voit qu'ils ont construit des mégalithes. Et ces mégalithes, ce sont les premières chapelles, les premières cathédrales, les premières églises. Et qu'est-ce qu'on constate? Les Occidentaux ont construit leur église sur les églises des Noirs. C'est-à-dire où les Noirs se rendaient déjà pour faire leur culte. Il n'y a pas eu de conflit, parce qu'on n'a pas dit c'est le monde païen, nous, comme c'est le monde païen, là, on va à côté. Non, ils ont fait dessus directement. Voyons le document suivant. Les Vierges noires, à l'inverse, symbolisent la mort et la transformation. Elles résident souvent dans des cryptes ténébreuses des premières cathédrales. Les cultes primitifs se déroulaient dans des avennes ou des grottes puissamment magnétisées. La religion chrétienne a souvent considéré ces sanctuaires naturels comme des endroits privilégiés, favorisant le recueillement et la méditation. Les cryptes qui s'étirent sous nos cathédrales ou sous nos plus anciennes églises sont de véritables caisses de résonance qui transmettent aux monuments qui les surplombent toutes les vibrations de la Terre. C'est là qu'autrefois siégeaient nos Vierges noires, ces Vierges mal christianisées qui nous viennent de la nuit des temps. Ces Vierges noires, nous les retrouvons en Inde sous le nom de Kali ou en Égypte sous le nom d'Isis. Ces Vierges noires sont à la fois le symbole de la vie qui se transforme, de l'évolution et de la mort. Voilà. Donc vous avez vu que ici en fait il y a un sacré problème, c'est que les églises sont conçues sur des rochers
c'est dans les endroits spécifiques que nos ancêtres ont placés. Donc, lorsqu'on va vous dire aujourd'hui que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme, c'est du n'importe quoi. Aucun masculin crée une femme. Le féminin crée la femme et l'homme. Vous avez la preuve, il n'y a que les femmes qui sont enceintes, hein, il ne faut pas chercher midi à 14h, pas me dire, me regarder bizarrement. Non, l'homme, je suis désolé, je veux bien accoucher, mais je ne pourrais pas. L'homme ne peut pas faire naître quoi que ce soit. C'est comme ça. Pour vous dire que, en présentant Marie, la Vierge Noire, comme la personne vous a présenté, c'est la quintessence, même la signification même de la puissance spirituelle de la femme. Et la façon dont ils ont fait leur église là, comment ça s'appelle, Notre-Dame de Paris, ça a été placé là où il y a un dolmen, là où la déesse Isis est passée, cet endroit s'appelait Paris, donc ils ont fait maintenant Paris avec un S, et ils ont fait Notre-Dame de Paris. Tous ces endroits ont été spécifiquement bien étudiés pour être conçus comme les pyramides. À savoir que nos ancêtres, là ils plaçaient les dolmens et tous les restes, Stone Age que vous voyez là et tous les restes, c'est là où la divinité ou l'énergie était complètement céleste. La divinité était vraiment, donc ça veut dire que l'énergie était céleste. Ils n'ont pas placé ça par hasard pour juste s'amuser, pour dire tiens, donc si vous allez voir tous les Anglais qui sont en train de raconter n'importe quoi, dire que c'était leurs ancêtres, qu'ils étudient bien ça, qu'ils comparent ça aux pyramides. Ils les savent de toute façon, ils les savent. Ils vont voir que ça n'a absolument rien à voir avec eux. Au nord de l'Écosse, on a découvert dans les îles Orcades des vestiges mégalithiques d'une grande richesse. On a trouvé des sanctuaires, des habitations, des tombes. Le nombre et la variété des vestiges néolithiques des Orcades sont uniques au monde. Les plus notables sont le tumulus de Mesho, 150 mètres plus loin, le village de Barnhouse. Et enfin, sur cette péninsule, le Ness de Brodgar, l'un des plus grands temples néolithiques connus. Le mégalithisme disparaît à l'âge du bronze. Mais les monuments néolithiques garderont longtemps une fonction qui variera sans doute dans le temps. Balises, symboles chrétiens, de nombreux tumulus préhistoriques serviront de base à des églises. De nos jours, les églises, les mosquées et les synagogues ont remplacé les temples de nos ancêtres. Les hommes vivent regroupés en petites cellules familiales, dans de gros villages qui sont devenus des villes. Mais l'élevage et l'agriculture sont toujours au cœur de leur alimentation. Tous ces aspects de la vie des hommes néolithiques sont présents dans nos sociétés modernes, davantage que nous ne pouvons l'imaginer. Donc il n'y a pas qu'en Europe, hein, finalement. Voilà, donc là ça devient très intéressant. Parce que on a en fait un cirque Zavata qui s'est amusé à ternir l'image du monde noir, en masquant le fait que c'est au contact des Noirs qu'ils ont découvert Dieu, la spiritualité, le temple, l'espace sacré, d'accord? C'est en présence des Noirs. Et donc, c'est pour cette raison que les configurations des églises, des mosquées, des temples, des synagogues, tout ce que vous voulez, ne font que reproduire les temples mégalithiques. Toujours avec la pierre, puisque nos ancêtres ont expliqué que la pierre permet de garder une très bonne fréquence vibratoire, une bonne résonance pour l'espace du lieu, parce que je rappelle que l'homme est matière et esprit, donc il y a des activités dans lesquelles l'énergie, il va la faire dans l'énergie de la matière, mais lorsqu'il s'agit de la spiritualité, il faut aller dans un lieu où l'énergie est supérieure à la matière, d'où le temple mégalithique. La chose qui s'est passée, c'est qu'avec l'arrivée des Caucasiens,
vous avez vu, on vous dit à l'âge de bronze, tout ça a arrêté. Donc tout ça s'est arrêté parce que la violence est arrivée dans cet espace de quiétude. Et dans cette violence-là, il fallait quand même tout simplement s'humaniser. Et les éléments, et c'est pour ça que je dis que la civilisation européenne, c'est une civilisation qui n'a... C'est-à-dire la culture n'a jamais existé. Pourquoi c'est une culture qui n'a jamais existé? Parce qu'elle s'est focalisée sur les traditions des Noirs qui vivaient sur place. Et jusqu'à l'Amérique ne fait que prendre la tradition des Noirs. N'oubliez pas que lorsque les gens disaient que Obama c'est le premier Noir à la Maison Blanche, il ne faut pas oublier que Narmer, le souverain de l'Égypte, qui a unifié la Haute et la Basse Égypte, le palais qu'il a construit à Men-Nefer s'appelle Inech-Eb. Inech-Eb, ça veut dire le palais blanc, la Maison Blanche. Et pourquoi blanc? Parce que construit avec du calcaire blanc. C'est là que les Américains ont pris ce concept-là pour faire la Maison Blanche. Donc on ne peut pas prendre un concept africain et venir se moquer des Africains derrière. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est nauséabond, c'est l'ignorance des deux côtés. D'accord? Est-ce qu'on peut voir le dernier document? Parce que ça donne le là justement au niveau de cette rupture historiographique. Partout, le néolithique a sans doute été une ère assez paisible, marquée par la construction de monuments en bois, mais surtout en pierre. Les premières traces de guerre sont postérieures. Les rapports humains changent à l'âge du bronze. Les hommes accordent davantage d'importance aux possessions matérielles et les hiérarchies sociales apparaissent. On a trouvé la trace de villages entièrement rasés par des pilleurs. À la fin du néolithique, on assiste à une forte montée de la violence. Les hommes deviennent des guerriers. Voilà. Je vais compléter parce que je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Avec tous ces cadavres que vous avez vus. Donc là, c'était la venue des Yamnaya. Les Yamnaya venaient de l'Asie. Ils sont venus envahir l'Europe. Et ils ont tué, d'après les historiens, tout ce qui était masculin, tout ce qui était homme. Ils ont pris les femmes, violées et faire des enfants ensemble et faire ce que vous voyez maintenant, les Caucasiens. Les Caucasiens, ils ont 30%, la plupart ont 30% du sang Yamnaya. Qui sont les Yamnaya? Les Yamnaya sont des peuples qui, comme je vous ai dit, rasés. Ils ont ces terres sauvages, presque bestiales, cet instinct de compétition. Et voilà. Alors, vous rasez tous les mâles, vous faites des copulations avec des femmes africaines, ça donne des métis, ainsi de suite, et puis redevient blanc, et ça devient des gens comme les Bush, Macron et tout le reste, quoi. Donc voilà, et ça fait des guerres, et ça fait des guerres, et des guerres, et des guerres, et ça continue jusqu'à présent. Donc voilà. On avait justement fait un cours sur on avait parlé de la violence en Europe. En Europe, et notamment, c'est l'arrivée des Yamnaya, donc ce peuple-là qui venait donc de ces Caucasiens, qui ont, mais alors là, rasé du sud au nord de l'Europe, c'est-à-dire jusqu'en Écosse et compagnie, qui ont rasé le monde néolithique. Complètement rasé, brûlé tout. Mais la chose, c'est que ça ne s'est pas fait d'un seul coup. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les traditions des gens sur place et après ils les ont éliminées. C'est comme le cas. Donc c'est leur méthode depuis le début, depuis 2500 ans. Celui-là est à la première. Donc ça veut dire, parce que quand vous prenez des ouvrages comme la Bible n'a pas été écrite par les Occidentaux. Clairement. Bon, donc il faut être sérieux. Il ne faut pas oublier que Biblus, c'est un mot qui a été utilisé au 5e siècle lorsqu'ils ont vu les textes sacrés sur papyrus. Puisque le mot Biblus désigne les textes sacrés notifiés sur papyrus en Égypte ancienne. D'accord? Donc, ce qui fait que le résultat, qui est quand même assez extraordinaire, c'est que vous avez des gens qui, après avoir repris les éléments de civilisation de nos ancêtres, se sont accaparés ces éléments de civilisation et sont venus présenter à l'époque récente ces matériaux comme étant les leurs. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, nous, quand on a été à l'école, on nous a dit que tout cela, c'était du ressort de la culture et des savoirs de l'Europe. Et que l'Europe qui avait donc récupéré ces savoirs-là, avait tout simplement pris là son côté un peu hégémonique, en disant, mais regardez ce que nous avons accompli,
Donc c'est normal qu'on a inventé les maths, on a inventé l'écriture, on a fait les mégalithes, on a fait tout ça, les cathédrales et compagnie. Donc c'est normal que nous prenions la gestion du monde. Qu'est-ce qu'on découvre? Que tout est faux. Tout est faux. Il n'a pas inventé les mathématiques. D'ailleurs, il n'en a jamais eu, puisqu'il a récupéré les mathématiques. Hein. Il y a le professeur donc, du Canada qui a montré les chiffres alphanumériques, ça vient de l'Égypte. Il a récupéré l'écriture, donc c'est essentiellement les Cananéens et les Égyptiens. Il a récupéré les mégalithes. Il a récupéré la spiritualité. N'oubliez pas que tous les pères de l'Église, Origène d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie et compagnie, Alexandrie, c'est en Égypte. Et qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Des Noirs. Ah ben, il y avait surtout la bibliothèque d'Alexandrie. Ouais, oui. Il y avait ils ont brûlé aussi, d'ailleurs. Donc, ils ont brûlé après avoir copié dans leur langue nos textes. Donc, en fait, la chose, c'est, voilà là où nous en sommes. Est-ce que l'Europe, avant de disparaître, puisque de toute façon, les civilisations doivent disparaître, c'est pas, je dirais, c'est pas machin, hein, c'est le cycle des choses, pourrait un jour écrire un livre d'histoire qui raconte sa vraie histoire, c'est-à-dire arrêter de fumer et vraiment s'asseoir et raconter la vraie histoire. D'accord? C'est-à-dire au moins faire ça, quoi. Je dirais devant l'œuvre du temps, puisque de toute façon, tout est en train de remonter à la surface. S'ils ne le font pas, d'autres le feront. C'est ça. Donc, je dirais qu'un minimum. Mais j'apprécie un livre, un dernier ouvrage sur les Homo sapiens qui a été rédigé récemment sur l'histoire de l'humanité, dans lequel l'auteur dit, hein, c'est un juif, hein, mais il dit quand même que la spiritualité la plus aboutie dans l'histoire de l'humanité, c'est l'animisme. Parce que tous les autres sont des générateurs de conflits et coupent l'homme de la nature. Tandis que les autres intègrent l'homme dans sa dimension, dans sa relation avec la nature, et créent vraiment une osmose spirituelle entre le créateur et ses créations. Mon émission se termine là pour le moment. J'ai encore, comme je vous ai dit, des tas de choses à vous raconter. Et abonnez-vous en masse parce que ça continue encore. Au revoir. Son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté.